Nous en avons des preuves anciennes sous la forme des dialogues de Platon, où il évoque les derniers jours de l'Atlantide. Quelque chose est enfoui à plus de 3 kilomètres sous la glace de l'Antarctique. Et Linda Moulton Howe affirme que c'est plus ancien que la dernière période glaciaire. Pendant 25 ans, elle garda le silence. Des ingénieurs de la marine, des officiers du NORAD, des scientifiques et des contractuels militaires vinrent la voir un par un, lui racontèrent ce qu'ils avaient vu là-dessous et lui firent promettre d'attendre. La plupart d'entre eux sont maintenant morts. Lui et son escadron volèrent sous terre, dans la terre. Le paysage se transforme en une zone luxuriante et verdoyante, et il n'en croit pas ses yeux. Mais ce n'est que le début de son histoire extraordinaire. Et Linda a enfin décidé de briser le silence. Car selon ses propres termes, les gens ont besoin de savoir ce que ces hommes ont trouvé sous la glace, et ce qui n'est ni une grotte, ni une ruine, ni rien que l'histoire humaine ait jamais enregistré. Le premier témoin, le premier fantôme, était un ingénieur de vol de l'US Navy. En 1982, il fut affecté à une mission de ravitaillement de routine depuis la station McMurdo, à destination d'un camp de recherche isolé au cœur de l'Antarctique. Équipage habituel, cargaison habituelle, itinéraire habituel. Le temps s'était agité, mais c'était le genre de conditions que son équipage avait affronté des centaines de fois. Soudain, l'équipement tomba en panne. L'avion fut contraint d'atterrir sur une crête loin de son point d'atterrissage prévu. Le vent soufflait de côté. La température chuta si bas que la peau exposée gelait en quelques secondes et le métal de l'appareil semblait brûler au moindre contact avec son gant. L'équipage se mit rapidement au travail car chacun à bord comprenait que réparer le problème et reprendre son envol était le seul moyen de rentrer. Et c'est là que l'histoire devient étrange. Pendant que les autres travaillaient, l'ingénieur s'éloigna de l'avion et scruta la crête. Quelque chose attira son attention, des formes au loin qui ne correspondaient à rien de ce qui les entourait. Des lignes nettes, des angles aigus, des surfaces trop lisses, trop uniformes, trop calculées. La glace ne se forme pas ainsi. La neige ne se sculpte pas d'elle-même en angle droit. Il fit quelques pas de plus, puis encore quelques-uns. Ce qu'il vit ensuite le glaça d'effroi. Une partie d'une structure massive émergeait du sol, là où le vent avait arraché la glace. Une forme solide. Cela ne ressemblait ni à de la roche, ni à de la glace. On aurait dit une construction, quelque chose d'organisé, placé là intentionnellement par des mains qui savaient exactement ce qu'elles faisaient. Avant qu'il ne puisse s'approcher davantage, la radio s'anima. Le pilote lui ordonna de retourner immédiatement à bord. Il fit demi-tour et s'éloigna de cette chose, se promettant de revenir l'observer attentivement lors de son prochain vol sur cette route. Là se trouvait une entrée vers le centre de la Terre par le pôle Sud. Et il avait emmené des avions au Sud, sous le pôle Sud. Et lorsqu'il fit cela, il découvrit qu'en survolant le pôle, il n'en avait jamais eu l'occasion. À l'atterrissage de l'avion à la base, des agents du renseignement l'attendaient déjà. L'équipage fut séparé. Chaque homme fut conduit dans une pièce différente et interrogé individuellement. Les carnets de vol furent rassemblés et estampillés « confidentiels ». Des accords de confidentialité leur furent présentés et on leur demanda de les signer. Puis vint l'instruction que l'ingénieur allait garder en mémoire toute sa vie. On leur annonça que la mission n'avait jamais eu lieu et qu'il ne devait plus jamais en parler. Il tint parole. Pendant 16 ans, il garda le silence. Il prit sa retraite. Il vieillit. Il vit sa santé décliner comme celle de tout homme âgé. Puis, en 1998, au début de la soixantaine, assis seul dans son salon, il prit le téléphone et appela Linda Moulton Howe. Il parla pendant des heures. Il lui donna la date, la trajectoire de vol, les noms de l'équipage, la description de la structure sur la crête. Sa voix ne tremblait pas au début, mais lorsqu'il évoqua les agents de renseignement qui attendaient sur le tarmac, elle devint hésitante, comme celle d'un vieil homme qui a gardé quelque chose pour lui trop longtemps. Linda ne l'interrompit pas. Elle ne le pressa pas. Elle le laissa parler jusqu'à la fin.
et lorsqu'il eut terminé, il lui dit qu'il était fatigué et raccrocha. Avant que le prochain témoin ne prenne la parole, prenez un instant pour vous abonner. La plupart des hommes de cette histoire ont déjà disparu. Ceux qui sont encore en vie n'ont plus beaucoup de temps pour la raconter, et Linda n'a plus beaucoup de temps pour la raconter à leur place. Si vous voulez que cette histoire perdure, le plus simple est de veiller à ce que l'algorithme la garde visible. L'étrange schéma. Linda ne s'est pas empressée de publier le témoignage de l'ingénieur. Elle a consulté son dossier militaire. Elle a confirmé son grade, son parcours professionnel et les missions qu'il avait effectuées. Chaque détail qu'il lui avait fourni était exact. Il était bien celui qu'il prétendait être. Mais un homme, une observation, une crête au milieu de l'Antarctique, ce n'était pas suffisant. Elle a donc classé son témoignage et l'a gardé secret. Elle était loin de se douter qu'elle venait d'entendre le premier fragment d'un schéma qui mettrait 20 ans à se révéler pleinement. Puis d'autres personnes ont commencé à la contacter. Pas toutes en même temps, d'abord au compte-gouttes, puis de façon régulière au fil des ans. Elles venaient de différentes branches des forces armées, de différents pays, de différentes époques. Aucun d'eux ne se connaissait. Aucun n'avait comparé ses notes. Pourtant, lorsqu'elle a mis leurs témoignages côte à côte, ils décrivaient la même chose. Un géophysicien l'a contacté au sujet de relevés radars à pénétration de glace qu'il avait effectué lors d'une mission en Antarctique. Assis dans son bureau tard un soir, porte fermée et lampe tamisée, il lui a expliqué que le radar avait détecté quelque chose d'anormal. Ni de petites fissures, ni de grottes naturelles, mais de vastes espaces vides, profondément enfouis sous la glace, aux formes trop régulières, trop organisées, trop nettes pour être l'œuvre de la géologie. Il a rédigé son rapport et attendu une réponse. La réponse est arrivée rapidement. Son supérieur est resté silencieux au téléphone, puis a ordonné la classification des données. Quelques heures plus tard, les relevés avaient disparu du système. Toute son équipe a été réaffectée. On lui a affirmé sans ambages qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Il a conservé l'impression. Il a confié à Linda qu'il l'avait scotché à l'intérieur d'un tiroir pendant des années, juste pour pouvoir l'ouvrir de temps en temps et se rappeler que c'était réel. Puis un témoin d'un bataillon de construction de la marine est arrivé. Il appela Linda depuis une table de cuisine perdue dans le Midwest américain. Sa voix était basse comme s'il craignait d'être entendu par les murs. Son unité avait été transportée par avion jusqu'à un endroit situé à des kilomètres de toute station de recherche connue. Il n'y avait pas eu de briefing scientifique. Aucun géologue n'était là pour expliquer la nature de la roche locale. Ce changement majeur dans la réduction des espèces est survenu lorsque le plancton a été contraint de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques de glace et de neige, clairement mises en évidence dans des échantillons de sol datant d'il y a 33 millions d'années. Il n'y avait qu'un seul ordre foré à la verticale. Ils ont foré pendant des jours. Lorsque le puits a atteint la profondeur prévue, il est descendu à l'aide d'un harnais. D'abord le seul bruit était sa respiration sous sa capuche. Il vit ce qu'ils avaient heurté des murs. Des murs métalliques lisses, trop parfaits pour être naturels, s'incurvant depuis le fond du puits vers l'obscurité de part et d'autre. Il se tenait au fond du trou dans le noir et ressentit une peur qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Une peur qui ne naît pas du danger, mais de la compréhension. Il confia à Linda qu'il ne parvenait pas à exprimer ce qu'il croyait voir. Un long silence suivit. Lorsqu'il reprit enfin la parole, il ne souhaitait qu'une chose savoir. Elle se demandait si elle pensait que celui qui avait construit l'édifice se trouvait encore là-dessous. Un scientifique travaillant à la base argentine Esperanza sur la péninsule antarctique prit ensuite contact avec elle. Imaginez un peu un chercheur sur une base étrangère, sans aucun lien avec la hiérarchie de la marine américaine, appelant une journaliste américaine parce qu'il n'avait plus personne à qui se confier en toute sécurité. Il expliqua à Linda que son équipe extrayait parfois des objets de carottes de glace vieilles, de plus de 12 ans. Ces objets ne semblaient pas naturels. Ces objets ne ressemblaient en rien à ce qui aurait dû être pris dans la glace à cette époque.
Et pourtant, à chaque fois quelque chose d'inhabituel sortait du sol. Des militaires arrivaient en quelques heures. Des échantillons étaient prélevés. Aucun document n'était rempli. Aucun rapport n'était rédigé. C'était comme si ces découvertes n'avaient jamais eu lieu. Un pilote prit contact avec Linda au sujet d'un autre élément. Il lui expliqua qu'il existait une zone interdite en Antarctique qui ne figurait sur aucune carte officielle qu'il ait jamais vue. Les avions civils n'étaient pas autorisés à y pénétrer. Même les pilotes militaires devaient obtenir une autorisation spéciale pour s'en approcher. Il avait un jour demandé à un supérieur ce que contenait cette zone. Son supérieur lui lança 3 mots et le fit taire. Un projet de recherche sensible. Puis, on lui ordonna d'arrêter de poser des questions. Il n'en posa plus. Mais il confia à Linda que, durant le reste de sa carrière, chaque fois qu'il empruntait un itinéraire, le menant à quelques centaines de kilomètres de cette zone, il se surprenait à jeter un coup d'œil par le hublot, sachant qu'il y avait là-dessous quelque chose que personne ne nommerait. Linda étala ses récits devant elle et les dévisagea. Ces hommes ne se connaissaient pas. Ils avaient servi à des époques différentes, à des postes différents, sous des drapeaux différents. Il leur était impossible de faire converger leurs récits. Et pourtant, tous pointaient du doigt la même chose. Quelque chose d'imposant, de structuré, de caché sous la glace de puissant. Un sujet tabou. En 2016, l'homme qui allait tout relier franchit sa porte. Les structures enfouies. Il était un officier du NORAD à la retraite habilité secret défense. Il avait participé à une opération en Antarctique au début des années 2000. Linda le décrira plus tard comme la source la plus crédible qu'elle ait jamais interviewée au cours de sa carrière, une carrière de plus de 40 ans. Il s'assit sur la chaise en face de son bureau, déposa un dossier et commença à parler d'un ton monocorde et posé comme un homme habitué à briefer des assemblées de généraux. Il ne haussa pas la voix. Il ne marqua aucune pause. Il parlait comme un homme qui sait d'avance que ce qu'il va dire paraîtra invraisemblable et qui a décidé de s'en moquer. Ce qu'il lui raconta ne ressemblait pas à une observation, mais à un compte-rendu. Sous la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale, expliqua-t-il, à environ 2 mètres de profondeur, il y avait des structures qui n'appartenaient pas à la nature. Ce n'étaient pas des formations rocheuses. Il ne s'agissait pas d'anomalies de glace. Ces structures avaient été construites, conçues, aménagées par quelqu'un dans un but précis, avec une précision jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Suivez-moi bien car c'est là que l'histoire cesse d'être une simple collection d'observations étranges pour prendre une toute autre dimension. Il lui expliqua que ces structures étaient plus anciennes que la glace qui les recouvrait. Elles avaient été construites avant la dernière période glaciaire. Cela signifiait qu'elles étaient déjà là il y a plus de 12 ans, à une époque où l'Antarctique n'était pas un désert de glace. Il y a 12 ans, le continent bénéficiait d'un climat différent de rivières de forêt, de conditions propices à la vie. Quoi qu'il en soit, ces structures avaient été construites par quelqu'un vivant sur une Antarctique verdoyante. Une Antarctique dont aucun livre d'histoire n'a jamais parlé. Il poursuivit, les premiers signaux avaient été captés lors de l'opération High Jump, la célèbre expédition de 1946-1947 menée par l'amiral Richard Byrd. Officiellement, High Jump était une mission d'entraînement et de recherche. L'amiral Richard Byrd, officier de la marine américaine et explorateur, l'un des premiers pilotes à avoir survolé les pôles Nord et Sud, organise l'opération High Jump, la plus grande expédition jamais menée en Antarctique, offrant à la marine l'occasion de s'entraîner aux opérations en climat froid. Les données classifiées révélaient une toute autre réalité. Les relevés sismiques avaient détecté des signaux profondément enfouis sous la glace, ne correspondant à aucune formation géologique connue. Les relevés étaient consignés mis sous clé et jamais rendus publics. Pendant les 70 années suivantes, les opérations se sont poursuivies sous différentes appellations et sous différentes bannières. Les États-Unis et l'Union soviétique ont mené des missions.
La Russie a poursuivi les recherches là où les Soviétiques les avaient laissées. La Chine s'y est jointe peu après. Aucune de ces expéditions n'était considérée comme une simple mission scientifique. L'officier a expliqué à Linda qu'il s'agissait d'opérations de récupération. Ce terme a tout changé. Récupérer signifie qu'il y a quelque chose à récupérer. Cela signifie extraire des objets, des matériaux, des technologies du sol et les transporter ailleurs. Les équipes ne se contentaient pas de cartographier les structures. Elles pénétraient à l'intérieur. À certains endroits, des grottes de glace naturelles leur offraient un accès. Ailleurs, elles ont foré de profonds puits dans la glace pour atteindre les bâtiments souterrains. Et ce qu'elles découvraient n'était pas une ruine isolée. C'était un complexe. Un système entier de structures déployées sous la glace, reliées entre elles, organisées, suffisamment vastes pour être qualifiées de villes. Et certains des objets extraits fonctionnaient encore. Les chercheurs étaient incapables d'expliquer le fonctionnement de ces dispositifs. Ils ne pouvaient pas les reconstituer. Mais ces dispositifs étaient opérationnels après 12 0 enfouis sous 2 mètres de glace. Les objets récupérés ont été transportés dans des installations classifiées pour des études complémentaires et ils s'y trouvent toujours. Linda a demandé des preuves. Elle ne voulait pas simplement une histoire. Elle voulait quelque chose qu'elle puisse vérifier. L'agent a fouillé dans son dossier et a fait glisser une feuille sur le bureau. Des coordonnées, puis une autre feuille des documents internes dont certaines parties étaient caviardées. Ces documents contenaient des noms de projets liés à ces emplacements précis. Il laissa les papiers sur son bureau et sortit. Quelques semaines plus tard, une autre enveloppe atterrit dans sa boîte aux lettres. À l'intérieur se trouvaient d'autres coordonnées et un court mot manuscrit d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Il avait travaillé sur une opération de forage classifiée en 2003 et était prêt à lui expliquer comment ils étaient arrivés là. Les coordonnées sur son mot correspondaient à celles que l'officier du NORAD lui avait déjà données. Elles n'étaient pas similaires. Elles étaient identiques. Linda regarda les 2 feuilles de papier côte à côte sur son bureau et comprit qu'elle ne cherchait plus une histoire. On lui en offrait une, les opérations de forage. Il était entrepreneur militaire. L'endroit où il avait été transporté, lui dit-il, correspondait aux coordonnées que l'officier du NORAD lui avait déjà communiquées. Il lui confia qu'il n'avait pas bien dormi depuis des années. Son équipe avait été mise au travail sans plus d'explications. On leur avait dit que la foreuse allait explorer une anomalie géologique. C'est tout. Pas de cours de géologie, aucune idée de ce qu'ils faisaient réellement. Ils ont foré pendant des jours. Sous les projecteurs, les parois du puits luisaient d'un blanc bleuté, parcouru de longs rubans de glace, qui couraient le long des parois comme des veines. L'ouverture au-dessus d'eux se réduisait à mesure qu'ils descendaient. D'abord un cercle, puis une pièce de monnaie, puis plus rien. On l'a descendu sur une plateforme. Autour de lui, l'obscurité était totale, seulement troublée par les lumières de son casque et de son équipement. Le froid était insoutenable. Un froid qui lui brûlait les poumons à chaque respiration. Puis, à une certaine profondeur, la glace ne s'est pas fondue progressivement dans la roche comme elle aurait dû. Elle s'est arrêtée nette comme la fin d'une paroi. La plateforme s'immobilisa. Il descendit. L'espace dans lequel il pénétra n'était pas une grotte. Ce n'était pas une chambre creusée par l'eau ou la pression. C'était un lieu ouvert, vaste et aux formes géométriques. Il éclaira les parois. Des marques, des symboles de longues rangées de motifs ne correspondaient à aucun système d'écriture qu'il connaissait. L'équipe resta silencieuse, absorbée par la scène, tentant de comprendre ce qu'elle voyait. Puis devant lui, il aperçut une porte. Une ouverture nette dans le mur encadrée aux formes géométriques, une entrée menant plus profondément dans ce lieu, quel qu'il soit. Il avait envie de la franchir. Tous ses instincts le poussaient à le faire, mais il n'en avait pas l'autorisation. Seul un petit groupe des scientifiques et des officiers supérieurs était autorisé à aller plus loin. Il les observa se préparer. Il les vit franchir le seuil,
puis on le fit remonter. Des années plus tard, lorsque la maladie le menaça vers la fin de sa vie, il prit le téléphone et appela Linda depuis son lit d'hôpital. Sa voix était faible. Il devait s'interrompre entre les phrases pour reprendre son souffle. Il lui dit son nom. Il lui a indiqué son niveau d'habilitation. Il lui a dit l'année, puis il lui a raconté ce qu'il avait vu au fond du puits. Il lui a parlé de la porte. Il lui a dit qu'il avait gardé ce fardeau en silence trop longtemps et qu'il ne le porterait plus jamais, quoi qu'il arrive. Et enfin, il lui a dit ce qu'elle garderait en tête pour chaque entretien d'embauche à partir de ce moment-là. Il faut que les gens le sachent. Ils ont découvert quelque chose là-dessous qui change l'histoire. Il est mort peu après. Les preuves retrouvées. Linda continua de tirer sur le fil et d'autres témoins se manifestèrent. Non pas des hommes qui avaient été au fond du puits, mais des hommes qui avaient manipulé ce qui en était sorti. Un analyste d'images satellites lui confia depuis son bureau tranquille, au terme d'une longue carrière, avoir remarqué des formes inhabituelles sur des images brutes de l'Antarctique, avant leur nettoyage et leur diffusion au public. Des pans entiers des photos avaient été floutés ou effacés. D'autres zones avaient été remplacées par un blanc lisse et uniforme, là où aurait dû apparaître le relief. Quelqu'un quelque part dans la chaîne de production trafiquait les données avant même qu'elles ne parviennent au grand public. Les originaux existaient. Il les avait vus, mais le public ne verrait jamais que la version nettoyée. Il expliqua à Linda qu'il ne faisait plus confiance à aucune photo de l'Antarctique qu'il voyait à la télévision ou dans un magazine car il savait ce qui y manquait. Un spécialiste des matériaux étudia brièvement des échantillons prélevés lors des opérations de récupération en Antarctique. C'est là que les choses deviennent étranges. Il expliqua à Linda que les matériaux ne correspondaient à rien dans aucune base de données connue, ni dans les archives de sciences des matériaux, ni dans les ouvrages de métallurgie, ni dans aucun catalogue de substances naturelles ou artificielles de la planète. Les échantillons se comportaient étrangement lors des tests. Ils conservaient leur forme dans des conditions qui auraient dû les déformer. Ils réagissaient au courant électrique d'une manière totalement inattendue. Il consigna ses observations préliminaires et fut poliment mais fermement écarté du projet. Lorsqu'il demanda ce qu'il adviendrait des échantillons, personne ne voulut lui répondre. Lorsqu'il a demandé qui allait les tester, ensuite, personne n'a voulu lui répondre. Un coordinateur logistique ayant travaillé avec le programme Antarctique de la National Science Foundation a ajouté une autre dimension. Il avait vu des listes de matériel qui ne correspondaient à aucune mission de recherche classique, des outils de fouille lourds, des conteneurs étanches conçus pour le transport de substances fragiles ou dangereuses. Les itinéraires de transport étaient directement liés au ministère de la Défense et non à des institutions universitaires. Quoi qu'on transportât hors de l'Antarctique, ce n'était pas pour un laboratoire universitaire. C'était pour un endroit protégé par une clôture plus haute et dont la traçabilité était plus longue. Linda entendait d'ailleurs le même détail étrange de la part de plusieurs témoins. À proximité de certains endroits, des équipements électroniques ont dysfonctionné. Des boussoles se sont emballées. Des instruments se sont éteints. Les communications ont été interrompues. Quelque chose sur ces sites perturbait le fonctionnement des technologies d'une manière inexplicable. Quoi que ce soit, le dispositif était toujours actif et continuait d'émettre un signal. Après 12 ans passés sous la glace en 2020, Linda avait recueilli plus de 15 témoignages crédibles, vérifié des coordonnées, recoupé des détails d'opérations des noms, des dates, des grades des missions, ainsi que des déclarations de militaires, de scientifiques, d'entrepreneurs et d'officiers ayant travaillé en Antarctique pendant plusieurs décennies. Elle avait constitué un ensemble de preuves qu'aucun journaliste n'avait jamais rassemblées sur ce sujet. Et puis ces témoins ont commencé à mourir. La vérité enfin révélée. Un à un, les hommes qui lui avaient confié leurs histoires disparaissaient. Certains étaient âgés lorsqu'ils l'avaient contacté pour la première fois. D'autres étaient malades. Quelques-uns moururent subitement.
Chaque décès la bouleversait de la même manière. Une voix de plus était éteinte. Et la responsabilité de faire vivre leur récit reposait désormais entièrement sur ses épaules. L'officier retraité du NORAD, la source la plus crédible qu'elle ait jamais interviewée, mourut en 2022. Quand elle apprit la nouvelle, quelque chose changea en elle. Elle resta longtemps assise à son bureau ce soir-là, à examiner son dossier, à relire les coordonnées qu'il lui avait transmises des années auparavant. Elle comprit qu'elle était devenue la dernière dépositaire vivante de ces témoignages. Si elle attendait trop longtemps, si elle continuait à les ignorer, comme elle l'avait fait pour le premier, en 1998, toute l'histoire disparaîtrait avec elle. Des décennies de travail, des dizaines de voix, tout serait perdu. Dans une interview de 2023, elle l'affirma sans détour. Il fallait que les gens sachent. Si elle ne racontait pas toute l'histoire avec tous les détails et toutes les sources qu'elle pouvait citer de manière responsable, alors elle tomberait dans l'oubli. Ces hommes lui avaient fait confiance. Il était de sa responsabilité de préserver leurs témoignages. Cette décision a tout changé. Fin 2023, elle a commencé à compiler ce qu'elle appelait un rapport exhaustif sur l'Antarctique. Elle a rassemblé tous les témoignages, toutes les coordonnées, tous les détails des opérations, tous les documents qu'elle avait collectés pendant plus de 25 ans d'enquête. Début 2024, elle a commencé à en publier des extraits sur son site web earthfiles.com. Elle a publié les coordonnées des endroits où des témoins avaient signalé des structures. Elle a rendu publics les documents déclassifiés de l'opération High Jump, y compris les versions expurgées, afin que chacun puisse voir exactement ce qui avait été caviardé et ce qui ne l'avait pas été. Puis elle fit ce que les puissants redoutent le plus. Elle invita son auditoire à vérifier les preuves par lui-même. La réaction des gouvernements fut celle à laquelle Linda s'attendait. Aucun démenti, aucune confirmation, aucune explication. Un silence pesant. Pour Linda, ce silence était éloquent. Une affaire d'une telle ampleur avec des accusations aussi graves suscite normalement un déluge de réactions, communiqués de presse, interventions d'experts, déclarations officielles remettant en question les coordonnées, les témoins et la chronologie des événements. Le fait qu'elle n'ait absolument rien reçu, pas la moindre réponse d'aucune agence, lui a confirmé qu'elle avait mis le doigt sur quelque chose de concret. Quelque chose que les responsables avaient jugé préférable d'ignorer plutôt que d'aborder. Le silence n'est pas l'absence de réponse. Parfois, le silence est la solution. Son histoire ne parle pas vraiment de l'Antarctique. Elle parle de la durée pendant laquelle la vérité peut rester enfouie sous l'eau avant de finalement refaire surface. Il s'agit d'hommes ordinaires qui ont été témoins d'un événement extraordinaire, qui ont gardé le secret sur ordre et qui ont choisi à la fin de leur vie de révéler la vérité à un journaliste. Il s'agit d'un journaliste qui a écouté, vérifié, attendu et refusé de laisser ses voix s'éteindre avec celles de leurs propriétaires. Il reste peut-être encore beaucoup de choses cachées dans ce monde enfoui sous la glace, dans des coffres-forts, ou encore dans le silence d'hommes qui n'ont pas encore décidé de parler. Mais grâce à Linda Moulton Howe et aux témoins qui lui ont enfin fait confiance, nous savons maintenant où chercher. Nous savons quelles questions poser. Nous savons qu'il faut continuer d'écouter. Et nous savons, parce qu'elle a enfin parlé à haute voix, que le public a besoin de savoir. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle m'a touché, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel témoin vous a le plus convaincu, le mécanicien de bord sur la crête en 1904-22. L'entrepreneur qui a aperçu la porte ou l'officier du NORAD qui a finalement fait le lien entre tous les éléments. Alors abonnez-vous, car la prochaine vidéo vous plonge au cœur de l'opération High Jump, vous présente ses propres documents et vous montre exactement ce que les hommes de l'Amiral Byrd ont découvert en 1947. Une découverte que le monde n'était jamais censé connaître.